fait, je crois que l'un des grands enjeux, c'est de rendre ce monde vivable et habitable pour tous. Donc les humains, bien sûr, mais, mais le vivant en règle beaucoup plus générale. Et peut-être ce que nous n'arrivons pas à faire convenablement, c'est de faire monde commun. C'est que nous n'arrivons pas à partager les ressources, les richesses, à faire en sorte que tous les habitants de cette planète puissent vivre dignement, puissent avoir des vies accomplies. Et pourtant, lorsqu'on pense le monde comme une totalité, nous avons assez de ressources et de richesses pour créer les conditions d'une vie digne pour tous les individus. Ça, c'est l'un des enjeux. Et je pense que cet enjeu-là est lié aussi au fait de rendre notre monde habitable et éviter ce que certains appellent des futuricides. Donc faire en sorte que les conditions naturelles de notre vie soient durables, les rendre durables. Puisque les modes de production qui sont les nôtres mettent en danger la naturalité de la reproduction de la vie telle que nous l'avons envisagée jusque-là. Et ce ne sont pas des propos alarmistes, c'est une réalité que nous voyons venir, qui est largement documentée par tout un ensemble de travaux scientifiques. Et nous savons bien évidemment que les comportements qui sont les nôtres nous mènent droit vers le mur. Et en dépit de ça, nous avons du mal à opérer des changements profonds, des changements structurels dans notre rapport au monde, dans notre rapport à l'économie, dans notre rapport à l'écologie, dans notre rapport aux faits politiques, dans notre rapport à la question de qui appartient à la communauté humaine et qui a le droit de vie, d'une vie digne. Et nous sommes, je pense, à la croisée de ces enjeux. Et la crise sanitaire dans laquelle nous vivons n'est qu'un des symptômes de ce dérèglement de la vie en communauté et qui nous alerte en principe sur des problématiques beaucoup plus graves à venir si fondamentalement nous n'opérons pas les ruptures nécessaires. Je pense qu'il y a une sorte de démesure qui nous a saisis à partir de ce qu'on appelle la révolution industrielle, la grande maîtrise sur le réel et sur le vivant. Je dirais cette idée que l'on attribue à Descartes, être maître et possesseur de la nature, où on a développé notre puissance d'agir sur le réel. Et je pense que ça nous a installés dans une sorte de démesure et d'hubris, en croyant que nous étions dans un espace infini, avec des ressources infinies. Et nous avons eu des modes dispendieux de vie, en tout cas l'Europe occidentale, principalement, qui pour le mode de vie qui est le sien, et leur Amérique, donc le Grand Nord, on va dire, épuise 80% des ressources de la planète chaque année. Et à partir des années 70, nous avons commencé à vivre à crédit sur les ressources de la planète. Jusqu'aux années 60, à la fin de l'année, nous n'avions consommé qu'à peu près un quart des ressources. Et ce jour qu'on appelle le jour du dépassement de la Terre, on l'a atteint de plus en plus vite. Aujourd'hui, pour vivre le mode de vie qui est le nôtre, on a besoin de 1,7 ou 1,8 planètes. À partir de juillet, on est à crédit. On ne laisse pas au biotope le temps de se régénérer. Et je pense que cette démesure-là nous a ramené à des types d'aveuglement, sur le long terme, avec peut-être une prépondérance à des temporalités de court terme. Je veux dire, à peut-être calibrer toutes ces problématiques-là à l'échelle d'une vie humaine. Je veux dire, à ne pas avoir une conscience du temps long à venir et une conscience qui n'est pas inclusive, une conscience qui rapporte le temps historique, le temps géologique au temps de nos vies, qui font que des problématiques qui sont urgentes et qui vont se poser dans les décennies à venir nous semblent un peu lointaines, puisqu'on a le sentiment qu'elles n'affecteront pas nos vies à nous, peut-être celles de nos enfants et de nos descendants. Je pense qu'il y a un problème là de temporalité, il y a un problème de démesure, il y a des atavismes qui sont là, et puis il y a une sorte d'aveuglement, de ceux qui s'enivrent de cette puissance d'agir là. Et peut-être il y a aussi un travail dans les ordres des sagesses humaines. Il nous manque des sagesses pour contrebalancer la puissance de nos outils et de notre capacité d'agir. Et je pense que ces espaces-là où on cultive ces sagesses pour les groupes humains, on a eu tendance à les mettre de côté et puis à être dans des modalités de production de rapport au monde qui nous ont rendu bancals.
C'est une crise des finalités, c'est une crise du sens qui se traduit dans une raison instrumentale qui est en déréliction en fait. Et on se rend compte que l'information ne suffit pas, voilà, fondamentalement. Et là, je pense qu'il y a une vraie question pour les ordres éthiques, les ordres du sens, qui doivent reprendre de l'espace absolument important et même faire en sorte que des politiques publiques qui sont menées en notre nom, un certain type d'actions qui sont prises à l'échelle globale, ben, soient assujetties à des ordres du sens. Et comment redonner de la force et de la puissance aux ordres du sens, quoi. On peut faire une petite histoire quoi, de l'expansionnisme et de l'impérialisme euro-américain, européen de la fin du Moyen-Âge, avec la mise au travail de millions de gens sans les payer, donc la traite, l'esclavage, avec le fait colonial, où on a colonisé des terres, mais les individus qui y étaient aussi, on les a naturalisés comme des objets dont il fallait extraire, qu'il fallait transformer en capital. Et cette logique extractiviste, et ce rapport extractiviste au reste du monde, aux autres, a fortement imprimé les imaginaires, a créé, a fissuré le lien, parce qu'effectivement, je veux dire, nous ne faisions plus que comme l'humanité. L'humanité, d'importants pans de notre humanité, a été fondamentalement, moi je dirais, niée. On a assis des systèmes sur de la domination, on a assis des systèmes sur de l'inhumain. Il y a eu quelques progrès dans le temps, mais je pense que ces traces-là d'un rapport profondément vicié, d'une relation profondément entamée, bah, effectivement, l'idée de considérer que son semblable est un instrument, est un agent bienveillant, je veux dire, c'est une idée qui reste encore un horizon à atteindre. Et probablement, il y a un travail de réparation à faire là, de réparation du lien, qui est un terme qui est revenu à la faveur de beaucoup de demandes de réparation de groupes humains qui légitimement se sentent victimes d'un système de domination asymétrique. Mais je pense que fondamentalement, il y a ce travail-là à faire, mais il y a aussi un travail contre la perpétuation de formes de domination actuelles qui, bien que nous ayons appris de l'histoire, se perpétuent et se réinventent. Certaines ont l'apparence d'être moins brutales que des formes abruptes que nous avons connues dans le passé, mais il ne me semble pas que ceux qui ont le pouvoir aient renoncé à une forme à un désir de subjuguer, à un désir d'exploiter, à un désir de dominer, à un désir de tirer profit au détriment des autres. Et là, il y a fondamentalement quelque chose à travailler dans la relation, peut-être au-delà même de la relation, mais il y a des mécanismes à mettre en place pour extraire des groupes d'individus du désir et du pouvoir et de la volonté d'autrui. Et il y a un travail d'autonomie à faire, il y a un travail de liberté, il y a un travail d'émancipation fondamentale. Je pense qu'il y a un travail sur les imaginaires qui est fondamental, mais je crois de moins en moins que ceux qui dominent et ceux qui exercent leur domination sont sensibles à des discours éthiques et moraux. Je crois qu'on se libère de l'oppression. Je crois qu'il y a des luttes émancipatrices qu'il faut que les gens mènent. Il faut que les gens s'organisent. Les gens s'organisent, imposent leur dignité, leur humanité dans des contextes divers, mais que je pense que fondamentalement, on n'attend pas de ceux qui oppriment de la sagesse. Et ils ne sont pas convaincus par des arguments rationnels, par des arguments de sagesse. Je pense qu'il y a bien évidemment un travail à faire sur les systèmes éducatifs, sur la production d'imaginaire, sur l'humanité des uns et des autres, sur le respect des différentes humanités. Et je pense qu'il y a des progrès, Je veux dire, même si on est dans un monde encore de violence et d'asservissement, mais ce n'est pas accepté. C'est pas normal. Et puis, éthiquement, c'est réprouvé. Puis il y a des organismes internationaux qui sont là pour faire en sorte qu'on ne puisse plus opprimer sans témoin les humains. Donc il y a eu quand même des pas. Mais je pense qu'on se libère de l'oppression par la lutte. Je pense qu'il y a un vrai travail d'émancipation à faire dans plusieurs domaines. Ce n'est pas que l'émancipation, je dirais, armée, etc. Mais dans plusieurs champs, le savoir, l'autonomie économique, les autonomies intellectuelles, les souverainetés, les modes d'intelligibilité par rapport au monde, la mobilité. Il y a plusieurs champs dans lesquels il faut lutter pour s'émanciper des formes de domination plurielle et multiples. Je n'y crois pas du tout. Je crois qu'en fait, il faut y travailler fondamentalement. Je crois qu'en fait,
c'est important que la majorité des individus prennent conscience d'un état de la culture humaine, d'un état des rapports à autrui. Et je pense que aussi, sur les questions écologiques, il y a une grande prise de conscience, notamment des jeunesses. Et c'est important de faire ce travail-là. Mais je parle de ceux qui détiennent le pouvoir et qui dominent. Chez eux, je ne crois pas au pouvoir de la prise de conscience. Je pense qu'il faut leur imposer un rapport de force qui est différent. Et justement, plus les groupes humains, les masses sont instruites, éduquées et conscientes de leurs droits, plus elles sont en mesure de renverser le rapport de force. Mais ceux qui détiennent le pouvoir et qui en jouissent, mon Dieu, ils savent, quoi. Ils savent très bien, quoi. Ils savent très bien. Et eux, ce n'est pas des arguments de prise de conscience qui les font changer d'avis. Ça se serait su, je veux dire, dans l'histoire, quoi. Je veux dire, ils ne renoncent que lorsqu'ils sont contraints. Je veux dire, toutes les grandes émancipations qui ont eu lieu, comme quand je pense la fin de la traite, ce n'était pas un geste philanthropique, quoi. C'est parce qu'il y avait des révoltes, c'est parce que le système était intenable, le fait colonial, ils se sont retirés quand ils n'ont pu plus rester et que ça leur coûtait beaucoup plus voilà, quoi, en coût que ce que ça leur rapportait et que c'était devenu des situations ingérables. Bah, je pense que le savoir, c'est les deux. C'est une langue des hommes, quoi. Le savoir peut être le savoir est un pouvoir, quoi. Un pouvoir euh, d'agir sur le réel, quoi. Et ce pouvoir peut être orienté à des fins bah, qui ne sont pas celles qui sont le plus souhaitables. C'est aussi un formidable outil donc d'émancipation et de libération. Et c'est pour ça que c'est un lieu de travail, quoi. C'est-à-dire que c'est un lieu de travail. Un savoir, une épistémologie, elle influence un ordre économique, un ordre politique, un ordre social, une vision du monde, des représentations. Elle influe sur les subjectivités. Et quand on veut avoir des changements profonds, bah, il faut travailler à partir des lieux à partir desquels s'instituent les choses ou à partir desquels les dynamiques se mettent en place. Je veux dire, quand on vous offre une représentation du monde à travers un savoir, ben, on vous montre un monde, on vous en obscurcit d'autres. Et, et des savoirs vont vous révéler la pluralité des mondes qui existent dans le monde, quoi, comme disent les zapatistes. Donc du coup, c'est un espace absolument fondamental. Il faut des révolutions épistémologiques pour induire des révolutions politiques, économiques, sociales et culturelles, quoi. Et les deux sont liés. Ben, je pense que c'est ça la grande question. En fait, je pense que déjà ne pas être dupe des usages néfastes des savoirs qui peuvent être faits, ne pas être dupe de la ruine de l'âme et de la ruine des consciences que une capacité d'agir qui n'est pas orientée vers une fin éthique. Genre, le savoir en lui-même, c'est un outil, quoi. Il doit être orienté vers des finalités. Savoir pourquoi faire, quoi, en vue de quoi. Et je pense que c'est l'une des grandes questions de la responsabilité des savoirs. Et donc ça ramène la question de comment on articule des ordres, des savoir-faire, avec des ordres qui ont pour but de penser aux finalités. Et je pense que si on réussit la bonne articulation entre les finalités et les savoir-faire qui sont là pour répondre à des finalités que que nous nous serions choisis en vue d'une humanité qui franchit une autre étape, ben là on peut faire des savoirs, donc des usages qui sont bénéfiques au plus grand nombre. Énormément de savoirs ont des usages qui sont bénéfiques au plus grand nombre, donc ça reste quand même, en dépit de tout, un outil important d'émancipation. C'est en fait ça la question, c'est la définition d'une finalité collective, d'un projet collectif, d'un projet pour l'humanité. Et même quand on dit humanité, on est encore dans une enclave, je pense que d'un projet qui dépasse l'humanité telle que nous la connaissons, d'un projet qui englobe le vivant. Mais on a tellement déjà du mal à nous occuper de l'humanité que des fois, cet horizon du vivant nous semble un peu lointain, mais fondamentalement, il faut qu'on définisse un projet qui accroît la vie, qui la renforce, quoi, et qui lui permet de déployer ses potentialités les plus heureuses. Et cette réflexion-là, on ne peut pas en faire l'économie, et on ne peut pas aussi faire l'économie du fait de penser comment est-ce qu'on fait que le sens soit la boussole, quoi, et qu'elle ait les deux sens du terme sens, quoi. Donc direction et signification. Et ça, des ordres insensés, ben, nous voyons où est-ce qu'ils nous mènent, en fait. Ça nous aide parce que c'est en commun déjà, c'est en commun. C'est un lieu de production des imaginaires, c'est un lieu de rencontre de la sensibilité d'autrui, c'est un lieu où les questions existentielles, elles sont projetées.
Et c'est un lieu déjà où on fait communauté. Je veux dire, en lisant Cent ans de solitude de Gabriel Garcia Marquez, je suis très loin du village de Macondo et je me sens en résonance, je me sens en empathie, je me sens en humanité avec ce qu'il décrit, alors que je viens du Sénégal, c'est loin de ma réalité. Et là, je me rends compte que, tiens, oui, effectivement, les différences de culture, elles sont importantes, mais que fondamentalement, nous partageons une condition humaine avec des problématiques et des questions existentielles qui sont les mêmes. Donc, nous faisons humanité. Le texte littéraire, c'est un lieu où on fait humanité. C'est un lieu où on se rencontre, quoi, par effet miroir, par effet résonance, quoi, que nous traversons les mêmes grandes questions et les mêmes grandes problématiques. Elle aide déjà à vivre, mais elle aide déjà à se représenter dans un espace beaucoup plus vaste. Et puis, elle transmet de l'expérience, tu vois. Elle transmet de la culture, elle transmet de la sensibilité. Donc bien évidemment, quoi, c'est un lieu qui est absolument important. Elle nous aide parce que c'est un monde aussi je dirais, contrefactuel. Des fois, elle restitue la réalité dans ce qu'elle a de plus brut et je dirais, de plus massive, mais des fois aussi, elle aide à envisager des mondes qui n'existent pas et à les faire exister dans l'espace des imaginaires, qui est le préalable pour les faire exister dans le temps de la réalité historique. Je veux dire, tout ce que nous avons réalisé, nous les humains, nous l'avons d'abord rêvé, pensé, imaginé, configuré dans un espace imaginaire avant d'agir dans le temps présent pour le faire advenir dans notre réalité historique. Donc la littérature aussi, elle sert à produire des mondes en devenir. Elle nous offre des images de mondes que nous voulons voir venir aussi, quoi. Oui, absolument, parce que souvent on a l'impression que le réel est inaltérable. Et c'est la grande question. On y est là, on a des conflits, on a des dystopies, on a des crises, on est pris dans... Et on oublie par effet de massivité du réel que le réel que nous vivons est une occurrence d'une pluralité de possibilités du temps de l'histoire. Et que celle-ci, elle s'est matérialisée, mais que la réalité, elle est grosse de potentialités. Et qu'il y a des potentialités qui sont là en attente, en fait, et qui attendent de l'ardeur, du travail, de l'imagination pour les faire advenir dans le temps réel. Et elle nous sort de la dictature de la massivité du réel. Elle nous permet d'ouvrir des espaces nouveaux, quoi. Et ça, c'est absolument fondamental. C'est le travail sur l'imaginaire. Et l'imaginaire ne veut pas dire un doux rêve. C'est une action concrète sur le réel. C'est un travail sur ce qui va advenir. Et ce qui va advenir n'advient pas tout seul. Il advient parce que justement, quoi, parce qu'on a mis de l'énergie à le faire advenir. Mais déjà, on l'a conçu. Et donc, l'imaginaire fait partie du réel. Et d'ailleurs, la plupart de nos productions sont des productions fictives, quoi. Et les productions fictives ont une puissance d'action sur le réel qui est là, quoi. Les croyances sont des productions fictives, mais qui nous meuvent, qui nous mettent en action, et qui, nous mettant en action, changent la réalité, quoi. Et c'est ce que nous oublions, quoi. C'est que la production fictive est une des dynamiques de la réalité et qu'elle n'est pas moins réelle que le réel que nous vivons. Je pense qu'il y a déjà plusieurs choses. Je pense qu'il y a déjà une réalité présente, il faut la comprendre. Je pense qu'il y a déjà un travail de compréhension à faire et de comprendre quel est le résultat de processus qui se sont installés dans le temps, quoi. Certains sont historiques, semi-historiques, ils empruntent à plusieurs dynamiques et que ce n'est pas abscon. Il y a un espace de compréhension. Il y a des gens dont c'est le travail, quoi, de comprendre comment on en est arrivé là. Et je pense que ce travail-là doit être fait, mais en même temps de comprendre que ce n'est pas en rajoutant de la confusion à la confusion qu'on règle quoi que ce soit. Et que prendre en compte une réalité qui est difficile et dystopique ne doit pas être un frein au rêve, au projet et à l'action, justement, puisque cette réalité-là ne nous satisfait pas. Que faisons-nous aujourd'hui pour être en mesure de faire advenir des futurs souhaitables? C'est ça la grande question, quoi. Elle n'est pas satisfaisante. Une fois que le constat a été fait, quelles sont nos possibilités d'agir sur ce réel? Comment nous fabriquons du présent et du futur? Et la question de la fabrique du présent, j'ai un ami, c'est Doura Sablaga, qui aime bien cette idée de réfléchir à la manière dont on fabrique le présent, quoi. Et elle est absolument importante. Donc, et c'est la projection dans un futur souhaitable qui fabrique des présents différents. Et la question de la fabrique du présent, c'est une question qui s'installe dans le temps historique, mais c'est une question qui est une réponse à une dystopie. Je veux dire, il y a plusieurs options, quoi. Croiser les bras et considérer que la dystopie, elle sera éternelle, qu'elle n'est pas le résultat
d'un fait socio-historique, de notre action démultipliée, ou considérer que les causes qui nous ont amenés là, elles peuvent être renversées par un travail qui prend à rebours les choses et qui crée des dynamiques qui sont totalement différentes de celles qui nous ont amenés là. Et ce travail-là, il est absolument fondamental en temps de dystopie. Et justement, il faut que certains lèvent le nez de la dystopie et qu'ils envisagent d'autres sentiers pour que la dystopie ne soit pas éternelle, quoi, pour qu'un jour elle s'arrête. Et ce travail-là, c'est tout le travail de la prospective. Je pense qu'un futur souhaitable serait déjà de rendre la dignité des aspirations fondamentales des humains et des Sahéliens, lui donner du crédit. Considérer qu'en fait, il n'y a pas de raison quoi, que les humanités qui sont les nôtres n'aient pas le droit à une vie digne, pleine, épanouie, déployant toutes ces potentialités. Il n'y a pas de raison qu'on soit dans un régime de pluralité d'humanité, qu'il y ait des humanités qui puissent explorer fondamentalement tous les possibles les plus lumineux et que d'autres humanités soient vouées ou voient leur puissance d'exister limitée et entravée. Donc je pense qu'il y a quelque chose de fondamental dans cette aspiration-là, à des vies dignes, à des vies belles, à des vies épanouies. Une fois que l'on a dit ça, je pense que les individus, dans un temps, dans une communauté, dans une géographie, dans une histoire, ont les ressources. Ont les ressources si elles se mettent au travail collectivement, de faire advenir ces mondes-là et d'identifier les entraves et de travailler contre ces entraves-là. Donc je pense qu'il y a un certain nombre d'aspirations qui sont standards, qui sont humaines, la paix, la sécurité, la dignité, le bien-être. Et je veux dire, et puis ce ne sont pas des horizons inatteignables, fondamentalement. Et on a accumulé là assez de savoir, de ressources, de compétences pour les mettre en œuvre. Et je pense que c'est à ces aspirations fondamentales-là qui n'ont rien d'extraordinaire, mais qui doivent être équitablement distribuées chez les humains. C'est à ça que ça renvoie. Et c'est pour ça que c'est une nécessité absolue de travailler à créer les conditions de vie digne, épanouie pour les individus, dans tous les espaces, a fortiori dans le Sahel. Dans mon Sahel idéal, en 2040, déjà, on serait un Sahel intégré, où on dépasserait les questions des frontières nationales, où on aurait des communautés larges qui habitent des espaces transfrontaliers, où les modes de gouvernement de soi, de gouvernement du groupe, de gouvernementalité sont totalement décentralisés, où les communautés sont capables de se prendre en charge à l'intérieur d'instances délibératives, où c'est l'histoire d'État-nation ou de concentration du pouvoir entre les mains d'une minorité dont l'expérience historique nous a montré que tôt ou tard, elles oublient que le pouvoir leur a été délégué pour le bénéfice du plus grand nombre. Je veux dire, là, il y a une utopie politique qui m'intéresse. Comment on peut gouverner des espaces vastes, hors de la centralisation du pouvoir, en disséminant le pouvoir, en le ramenant dans les localités. Et ce sont des choses qui ont existé dans le temps historique, bien avant cette forme d'État-nation. Les gens se gouvernaient. Et ils avaient des instances de délibération qui fonctionnaient. Les gens circulaient dans des espaces vastes, recomposaient des territoires, ils étaient fluides, etc. etc. Ils n'étaient pas entravés dans leur mouvement. Et c'est des choses que l'Afrique a connues. Et même ces chemins-là, ces routes-là existent encore. Donc je pense que cette question de la gouvernementalité de soi, du gouvernement de soi, d'être capable en tant que communauté, d'avoir en main son destin et de le configurer. Les gens et les communautés ont la sagesse de ce qui est bien pour elles. Et si elles retrouvent le pouvoir d'agir sur le réel. Donc je pense que ça, c'est une utopie, et puis bien évidemment l'utopie de la paix, l'utopie du bien-être, et je pense que c'est des utopies qui sont atteignables aussi, et l'utopie de créer des cadres qui sont propices à de la créativité, que la vie est une finalité qui va au-delà de répondre à ses besoins. Juste ne pas réduire les problématiques du Sahel à des problématiques de reproduction biologique, de répondre à ses besoins, et que l'humanité va au-delà de l'entretien de la machine biologique du bios. Donc, du coup, la culture et l'épanouissement des individus, créer des cadres qui font que les individus vont au-delà de leur dimension biologique et déploient des potentialités de créativité qui donnent sens à leur existence, qui la colorent et qui l'enrichissent. C'est des régions qui sont extrêmement créatives. Je veux dire, le continent africain, il y a une puissance de dissémination des cultures qui sont issues du continent africain qui est extraordinaire et qui a même transcendé
tout un tas de processus d'asservissement. Si vous considérez que les Africains réduits en esclavage, mis dans des cales à un moment donné de l'histoire, ont pu transformer des cultures au Brésil, en Amérique, et malgré cette situation conjoncturelle, ont quand même transporté leur culture et ont influencé la musique, les arts. Alors, je veux dire, dans les situations autres, on peut imaginer ce que c'est. Donc là, il y a un vrai avantage comparatif dans le continent. Mais je pense qu'on peut en faire une ressource mise au service de dynamique sociétale. Ce n'est pas juste une ressource créative, de transmission, tu vois, je veux dire, d'évasion, de beauté. C'est aussi une ressource qui crée du lien social. C'est aussi une ressource économique, c'est aussi une ressource culturelle, philosophique, spirituelle. Et il y a énormément de choses à tirer de ces ressources culturelles-là, bah, si on les, voilà, si on les pense différemment et si on pense leur puissance d'irradiation comme étant une ressource sur laquelle on fonde la manière dont on reconfigure les communautés. Et la musique, elle peut jouer un rôle absolument important sous ce regard-là, quoi. Déjà dans le Sahel, je pense qu'elle tient, dans le Sahel ou dans le continent, elle tient un place important parce que c'est une discipline, c'est un ordre non seulement qui produit bien évidemment du sensible et de la beauté, mais ce qu'on dit le moins, c'est que c'est un ordre qui produit des savoirs. C'est une communauté épistémique. Ça produit une forme d'intelligibilité du réel qui allie l'expérience individuelle et l'expérience du groupe, qui allie la raison, l'intuition et l'imagination, et qui est un lieu d'une forme de coalescence, d'une pluralité de sens et de potentialités. Elle crée du lien social, elle transmet des émotions, elle transmet de l'histoire, elle encode une mémoire collective. Elle nous dit sur les circulations, sur les métissages, sur les rencontres. Je veux dire, c'est une archive absolument extraordinaire. Et quand on veut créer de la communauté, elle produit la communauté en acte. Chanter ensemble, c'est créer de la communauté en acte. Dans le ghetto de Varsovie, dans les camps de concentration, des individus ont survécu parce qu'ils chantaient ensemble et parce qu'ils documentaient leur vécu à travers les couplets de la musique et parce qu'ils se transmettaient des messages. Et la musique a été leur a permis non seulement de survivre, mais de documenter leur expérience concentrationnaire. Et on a su après comment ils l'ont vécu, rien qu'en écoutant les chansons qu'ils avaient produites à l'époque. Et ça a été aussi, tout simplement, une activité qui a créé de la communauté et qui a maintenu le lien entre la communauté, quoi. Donc, du coup, une activité polysémique et dont on sous-estime la puissance. Et en plus, l'onde musicale, elle n'a pas de frontières. Ce n'est pas une activité que l'on contrôle, la vibration musicale. Je veux dire. Au Zimbabwe, quand ils ont commencé dans des Chimurenga à faire leur lutte d'émancipation, et qu'il y avait un chanteur qui s'appelait Thomas Mapfumo, qui a commencé à lutter contre la rhodésie, contre le fait colonial blanc, ben, lorsque les autorités coloniales l'ont chassé, ben, il est allé au-delà de la frontière. Il a installé sa radio juste à la frontière. Il a continué à émettre ben, sa musique parvenait aux Zimbabwéens et tous les messages révolutionnaires d'émancipation qu'il voulait leur adresser leur parvenaient parce que justement, quoi, son instrument c'était la musique et que la frontière ne pouvait pas arrêter les vibrations musicales. Et puis il y a énormément d'exemples de ce genre-là, quoi. Je pense que c'est fondamental de le recréer. Il y a des lieux où le lien existe et où le lien est fort. Exemple, je pense que l'un des avantages comparatifs de l'Afrique, c'est de produire des sociétés qui savent tisser et retisser le lien et qui savent lui donner une force et une texture et d'investir du temps dans le lien. L'économie néolibérale dit le temps c'est de l'argent. Dans des communautés africaines, bien évidemment, il faut répondre aux besoins, mais il y a un temps qu'on consacre au lien. Rendre visite, prendre des nouvelles, discuter, échanger. Ce temps-là qu'on considère comme improductif, au contraire, il est tellement productif parce qu'il tisse le lien social, il le rend fort et il fait que quand le lien est attaqué, le lien résiste. Puisque ce lien-là, on lui a consacré du temps et ne croyons pas qu'on peut le produire sans lui consacrer du temps et de l'énergie. Et je pense que là-dessus, le continent a beaucoup de choses à apprendre et à apporter sur la manière dont on tisse le lien, sur la manière dont on le renforce, sur la manière dont on fait une valeur sur laquelle d'autres valeurs peuvent venir se greffer, de la circulation matérielle, je veux dire, et le capital de confiance ou le capital social. Et je pense que là, il y a quelque chose à faire. Il y a énormément d'endroits où on a endommagé les liens familiaux, les liens sociaux, les liens politiques, les liens avec notre environnement, les liens écologiques. Et je pense que fondamentalement, il faut qu'on retravaille à des cosmologies des liens nourrissants. Le lien aussi peut être un lien qui aliène,
Je dirais, il n'y a pas que la dimension belle du lien. Mais je pense qu'il y a un vrai travail à faire pour nous fonder sur des cosmologies des liens qui existent, sur des identités relationnelles, et voir dans la pluralité des possibilités de liens qui existent entre les humains ou entre le vivant, quels sont les liens de qualité, les liens féconds, les liens qui nourrissent, et, voilà, et les liens qui nous renforcent. On a des ressources que les cultures nous proposent, et aussi, il faut aussi inventer, quoi. Il faut aussi inventer de nouvelles cosmologies. On est totalement incomplet, et les cultures le sont. Et c'est ça le grand problème des cultures dominantes, c'est qu'elles croient qu'elles sont autosuffisantes. Elles oublient en fait leur incomplétude fondamentale et qu'elles ont besoin des autres. Et qu'elles ont besoin qu'on soit dans une totalité organique où ce qu'elles ont le moins, les autres l'ont. Et puis, inverse, c'est la question de l'échange fondamental, mais vous n'échangez que si vous reconnaissez que vous avez besoin des autres. Mais si vous croyez que vous êtes ceux qui octroyez et qu'on n'a pas besoin de recevoir, c'est là où on est dans une situation problématique. Il n'y a aucune civilisation et culture qui est autosuffisante et qui a résolu toutes les problématiques que pose l'existence humaine, quoi, et qui a produit toutes les archives pour répondre à tous ces besoins. Ça n'existe nulle part. Et heureusement, ça n'existera pas fondamentalement, quoi. C'est-à-dire qu'on a besoin de la pluralité des archives du monde pour répondre aux questions du monde. Et dans des lieux, certains ont travaillé à des réponses que nous n'avons pas. Dans d'autres lieux, d'autres ont travaillé à d'autres réponses que certains n'ont pas. Et ce n'est que dans l'échange et dans la conscience de l'interdépendance, justement, et de la totalité organique heureuse, que l'on peut être dans un vrai échange, quoi. On considère que bien évidemment, quoi, je reçois et je donne, et nul ne reçoit s'il ne donne, et vice-versa, quoi. Oui, c'est fondamentalement reconnaître que notre humanité, elle est liée à notre vulnérabilité. Notre humanité, elle est le fait des autres. Notre humanité, elle nécessite du soin, elle nécessite d'être reconnue dans la communauté. Quand on est reconnu, ce qui en découle, c'est l'obligation de soin vis-à-vis de tout le monde. Et que l'humanité, elle peut être vulnérabilisée momentanément ou même consubstantiellement. Et que cette vulnérabilité-là qui constitue notre humanité, c'est ce qui a fait que nous sommes des êtres sociaux. Et que le soin est absolument nécessaire. Le soin est une dimension politique fondamentale. Mais ce soin, l'idée, c'est qu'il ne soit pas réservé à une minorité et qu'il y ait tout un tas d'individus ou de groupes humains dont on considère qu'on peut faire l'économie de leur apporter le soin nécessaire. Et là, il y a une vraie réflexion sur le politique à avoir, mais qui transcende les identités que j'appellerais ataviques, claniques, renfermées sur elles-mêmes, petites, microscopiques, et qui posent tous les problèmes que nous, en tout cas qui sont en partie responsables d'un certain nombre de difficultés que nous vivons, quoi. C'est une chance fondamentale, à condition de ne pas en ressentir de la peur et à condition de ne pas apporter les mauvaises réponses à la vulnérabilité. Certaines vulnérabilités induisent des groupes humains à ériger des murs, à se replier sur eux, à criminaliser les autres, à être dans une logique de bouc émissaire et à croire qu'ils survivront s'ils réussissent à préserver le microcosme qui les assure contre les périls du dehors. Ça, c'est de mauvaises réponses à la vulnérabilité. Il y a de bonnes réponses à la vulnérabilité, qui est d'ouvrir l'espace et d'être dans un réel échange avec les autres et de considérer que de toute manière, c'est la vraie sécurité, elle est là en fait. Elle est dans la qualité du lien avec les autres en fait. J'en ai beaucoup et le choix va être difficile. Mais il y a un auteur que j'aime particulièrement qui s'appelle Pascal Quignard, qui est un auteur français et dont je trouve l'œuvre absolument lumineuse, quoi. Et dans sa quête qu'il poursuit dans Le Dernier Royaume, il y a plusieurs tomes, tu vois. Il y a une vraie quête, il y a une érudition que j'aime bien, mais qui n'est pas stérile. Il y a une vraie quête de liberté intérieure. Et j'aime bien cette quête infinie de beauté et de liberté intérieure chez le travail, oui, je dirais monumental de Ramé Quignard, quoi. Et je pense qu'il y a plusieurs textes qui sont des entrées, mais j'aime particulièrement Vie secrète, et qui est l'un des textes de la grande saga qui est Le Dernier Royaume. Ah oui, absolument, je dirais absolument, parce que
Je pense que j'ai eu la chance d'avoir rencontré des auteurs qui m'ont beaucoup marqué très tôt et qui m'ont donné envie de m'inscrire dans la chaîne de transmission. C'est-à-dire que j'ai reçu d'eux, il y a une sorte de transmigration de force et de lumière derrière la parole du texte. Et j'ai évidemment pris conscience de ce qu'ils avaient apporté quoi, à mon existence. Quoi. Et je me suis dit, tiens, ça, c'est quand même une belle activité. D'essayer d'y voir clair, d'entreprendre un travail d'écriture, de compréhension, d'élucidation du monde en soi et du monde autour de toi. Et quand on touche à quelque chose qui nous semble fondamental, faire un vrai travail pour le transmettre, pour ne pas juste le garder pour soi. Quoi. Parce que de toute manière, tout ce que nous avons ici nous a été donné lorsqu'on est arrivé. On est arrivé démunis dans la vie. Quoi. Et tout le parcours de vie a été d'être le récipiendaire de dons que des gens vous ont faits, qui vous ont aidé à grandir. Et nous sommes tous guettés par la finitude. Quoi. On partira un jour. Et pour moi, la question de ce que l'on laisse, elle est importante. Quoi. Comment on fait pour laisser le monde plus habitable que nous l'avons trouvé, quoi. Et comment on fait pour rendre augmenter ce qui nous a été donné, quoi. Et si chaque individu est capable de rendre augmenter ce que la vie lui a donné, là, on inscrit la question de la vie dans la durée. Et les victuailles et les provisions que les autres nous ont données pour apprendre à vivre, pour faire face à la vie, pour y trouver du sens, ben, si on peut à son tour, quoi, à son échelle, quoi, parce que c'est vraiment une chaîne de transmission. Il n'y a pas de démiurge et il n'y a pas de Dieu au niveau des humains. Quoi. Chacun fait sa part. Mais si on passe le relais déjà et si on le polie, je pense qu'il y a, voilà, il y a là un sens qui est, à mon avis, souhaitable. Oui, oui, et en plus, non seulement de la voir, mais de considérer que, ben, voilà, comme dit René Char, quoi, dans notre quête, dans notre lutte, il n'y a pas une place pour la beauté, toute la place est pour la beauté. Il n'y a pas qu'une place. En fait, je pense que dans les situations dystopiques, le regard s'obscurcit et on réduit les ambitions de la vie. Et c'est ça la grande difficulté des crises, c'est qu'elles réduisent nos ambitions. On veut juste sortir de la crise, on veut répondre à ses besoins. Et puis, voilà, il y a une sorte... Tout ce que la vie peut offrir se réduit à peau de chagrin. Et les grandes aspirations qui nous traversent, qui nous ont traversées et qui nous transforment, ben justement, celles-ci même, on ne s'autorise plus à les avoir. Et quand le discours est très morose autour, ben on peut être aussi affecté par ce discours très morose, quoi, et qui fait que ben, on baisse les voiles. Mais on baisse les voiles aussi dans le désir de lumière. Et je pense que la poésie, la littérature ravivent ce désir de lumière chez nous. Lorsqu'on rencontre des auteurs qui sont extrêmement lumineux, ça réveille quelque chose en nous que la difficulté de la vie quotidienne a un peu endormi. Et c'est important de rencontrer ces gens qui rallument la flamme intérieure, quoi, qui font que dans le foyer lié du cœur, et comme dit aussi Khamechar, après la Seconde Guerre mondiale, il a essayé de séparer ben, les cendres du feu, quoi, du foyer de son cœur. Il a essayé de rallumer le foyer de son cœur parce qu'il venait de vivre une expérience difficile, mais il ne fallait pas qu'il laisse les cendres ensevelir le feu de son cœur. Et comment est-ce que, malgré les difficultés, on balaye les cendres et qu'on ravive le foyer du cœur. Et là, les arts sont absolument fondamentaux pour nous aider à raviver donc les foyers du cœur, quoi.